and sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be bonjour. Je regarde s'il n'y a pas l'un ou l'autre ovni qui serait au-dessus de ce studio. Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Attention, nous sommes très heureux de vous retrouver dans votre émission Bien-être avec Sarah Kadour et Arnaud Loquet, un public très en forme. Aujourd'hui, notre dossier du jour pourrait bien vous surprendre. Qui êtes-vous, public? Pour qui travaillez-vous? Ah, je vous donne des indices. Pourquoi est-ce qu'on aime croire à une potentielle vie extraterrestre? Depuis toujours, l'idée d'une vie ailleurs nous fascine. Et c'est vrai que même si on n'est pas passionné d'astronomie, on se laisse vite embarquer par ces questions. Est-ce qu'on est seul? Pourquoi a-t-on tellement envie d'y croire aux extraterrestres? Et qu'est-ce que cette fascination dit de nous, de notre besoin de mystère, d'émerveillement, parfois même de réconfort? C'est ce qu'on va voir ensemble avec le programme ce matin. On vous emmène dans un lieu absolument mythique, c'est l'Observatoire de Paris. Depuis des siècles, c'est ici que les scientifiques scrutent le ciel à l'aide d'une lunette exceptionnelle. L'écrivain Christophe Galfard sera avec nous pour nous parler de l'immensité de la Voie lactée, la recherche de vie ailleurs, les planètes qui pourraient abriter du vivant. Que sait-on vraiment aujourd'hui et comment cherche-t-on des réponses à cette immense question? Sommes-nous seuls? Sachez que si un jour des extraterrestres débarquent sur Terre, il existe déjà des équipes prêtes à tenter de communiquer avec eux. Et justement, on reçoit l'un des spécialistes, le linguiste directeur de recherche au CNRS, Frédéric Landragin, qui va nous révéler comment on se prépare à dialoguer avec des aliens. C'est un peu l'extraterrestre de l'équipe, Stan Gusman, qui sera avec nous pour une chronique venue d'ailleurs. Ce sera très bizarre, vous verrez. Mais tout de suite, pour comprendre pourquoi cette idée d'une vie ailleurs nous fascine autant, et puisqu'elle dit de nos besoins très humains, de rêve, de mystère et d'émerveillement, merci d'accueillir notre docteur en psychologie, Ilios Kotsou. Ilios, vous venez déjà d'un pays extraterrestre, puisque vous venez de Belgique. Complètement. Ilios, dès qu'on parle de vie d'extraterrestres, d'ovnis, etc., c'est vrai qu'on est soit dans un camp, soit dans un autre. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, sur ce sujet, de rester dans le doute, tout simplement? Alors, en 1920, un cinéaste très connu, Lev Kuleshov, fait une expérience. Il va montrer un visage neutre. Il y a 3 images avant, différentes. Et 3 groupes vont le regarder. Et le même visage, certaines personnes vont dire qu'il est joyeux, d'autres vont dire qu'il y a de la tendresse, et de l'autre, c'est du deuil. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que lorsque ce à quoi on est confronté n'est pas très compréhensible, est ambigu, directement on cherche une solution, d'où toutes ces croyances. C'est un réflexe du cerveau, ça, en fait. Oui, ça s'appelle le besoin de clôture cognitive. On n'aime pas rester dans l'ambiguïté, dans le fait de ne pas savoir. Alors qu'on vit dans un mystère absolu à plein de niveaux. On va y revenir évidemment dans quelques instants. Sarah, pas d'alien. Êtes-vous vraiment Sarah? Êtes-vous vraiment Sarah? Je ne suis pas moi. Où voyez-vous d'ailleurs? Je viens d'ailleurs. On a trouvé plein d'extraterrestres avec les Français. On a été à la pêche, vous allez voir. Bonjour, brigade d'intervention des ovnis et des extraterrestres. Êtes-vous humain? Je crois qu'on tient quelque chose. Un individu qui paraît fort, en train de se toucher. L'individu ne parle pas français. Ah, je crois qu'on le tient. Il y en a plein, je vous le dis, il y en a plein. Ils sont parmi nous. Bon travail. Au dernier moment, vous avez eu un petit give me five, mais la plupart vous ont fui, Sarah. Vous en avez Tout à conscience. fait, comme d'habitude. Dans le public avec nous, c'est Barbara, aujourd'hui, pour aborder ce thème. Barbara, j'ai l'impression que vous avez eu une enfance rêvée, c'est-à-dire que vous avez grandi au Brésil et vous observiez beaucoup les étoiles en famille à l'occasion de super soirées de camping. Je trouve ça génial. Et au fur et à mesure, l'astronomie a pris de plus en plus de place dans votre vie à tel point que vous en faites comme amateur aujourd'hui. Et ce qui est encore plus génial, c'est que grâce à cette thématique-là, vous avez rencontré votre mari. Ça, c'est très joli. Et pour ce qui est des extraterrestres, vous trouvez touchant que ça éveille la curiosité chez les gens. Donc je pense qu'on va en parler avec vous pendant ça. On parlera de votre passion dans quelques instants. Je rappelle que si vous voulez venir dans le public, témoigner, partager une expérience ou une passion, c'est très simple. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble, vous nous laissez un message privé, on vous répond. Et emballé, c'est pesé. Vous
vous êtes ici. Sarah, Oui. je vous invite à aller scruter les étoiles avec notre public. Oui, dans un mouvement de cheveux, c'est toujours mieux, vous avez raison. Pourquoi l'idée d'une vie extraterrestre nous fascine-t-elle autant? Pourquoi ces grandes questions sur l'univers nous font-elles parfois rêver et parfois presque tourner la tête? Ce sont les questions que tout le monde se pose. Waouh, un ovni de la danse. Oui, vous avez vu comme j'ai de la grâce. Bravo à vous. Mais pas, ça s'écrit pas pareil, je vous expliquerai. Sarah, le public va bien? Mais écoutez, je les sens pas ce matin. Ah, Ils ont les yeux globuleux. Donc c'est un indice. voilà. C'est bizarre, il serait Bizarre. d'ailleurs. C'est ça. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Fouille au corps. Allez-y. Est-ce que vous croyez qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre? De la vie ailleurs que sur Terre? Oui. J'y crois. Pourquoi il n'y aurait pas une vie ailleurs que sur Terre? Pourquoi que nous? Oui, je pense. Je pense pas que ce soit comme dans les films en vrai. Est-ce que les extraterrestres, ça vous angoisse, ça vous fascine ou ça vous indiffère? Ça me fascine. J'aime bien les choses qui réveillent un peu du merveilleux, du pas réel. Ça me fascine et ça m'angoisse un petit peu. Parce qu'on a peur que ça fasse comme dans la science-fiction, la planète des singes, et que ça nous envahisse. Selon vous, pourquoi on a besoin de croire qu'il y a une vie ailleurs que sur Terre? Et on veut se rassurer qu'on croit en quelque chose en fait. C'est comme on a envie de croire que le monde est plus beau. Tout ce qu'on ne connaît pas, on essaye de l'imaginer meilleur. Pensez-vous qu'il y ait des extraterrestres cachés parmi nous? Je pense que s'ils sont bien cachés et qu'ils sont très intelligents, on le saura pas. Il n'y avait pas autant de personnes avant notre époque que maintenant. Donc ils sont venus d'où? Donc peut-être de là-haut. Et j'en suis peut-être une. Hein. Ah, voilà. Si vous pouviez envoyer un message aux extraterrestres, vous leur diriez quoi? Allez-y, ils nous regardent, ils ont la téloche. Coucou, bienvenue. On ne vous veut pas de mal. Soyez gentils avec nous. On ne vous veut pas tout court, en fait. Oui, je suis d'accord sur ce fait-là. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on voit que c'est un sujet qui fascine. Depuis Évidemment. l'enfance, de notre naissance à notre mort, on est fasciné par ces sujets mystérieux. C'est pas Barbara qui va nous dire le contraire. Alors Barbara, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud. Vous êtes infirmière libérale à Montargis. Vous êtes originaire du Brésil, mais vous auriez pu être astronaute. Parce que le ciel vous fascine depuis que vous êtes toute petite. Vous passiez déjà, quand vous étiez petite, beaucoup de temps à observer les étoiles. Et c'est vrai que pour vous, ok, ça vous passionne, ça vous émerveille, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi une façon de vous détendre, d'avoir du bien-être, de souffler. Et c'est une passion qui vous a même permis de rencontrer votre mari. Oui, effectivement, je suis brésilienne. Donc, depuis mon enfance, je suis vraiment passionnée par l'astronomie. J'ai campé souvent dans un endroit qui avait pas de pollution lumineuse, donc on avait tellement d'étoiles qu'on avait l'impression que le ciel nous allait tomber sur la tête. C'était magnifique. Souvent, je m'endormais en regardant les étoiles. Donc, je me rappelle quand j'ai trouvé mon premier objet dans le télescope, c'était la Lune et la nébuleuse d'Orion. Enfin, j'étais fière de moi parce que déjà, j'ai appris toute seule à utiliser mon télescope. Et puis, c'était waouh, c'était magnifique. J'étais comme un enfant, j'ai sauté partout, j'avais des larmes aux yeux. Et voilà, c'est comme une chasse au trésor pour moi, faire de l'astronomie. En tout cas, vous transmettez parfaitement bien votre passion. Hein. Ilios, pourquoi, quand on parle de vie ailleurs, d'extraterrestres, d'ovnis et tout, on est aussi vite captivé? C'est comme si notre cerveau avait envie d'y voir quelque chose, peut-être la clé d'un secret. Oui, d'ailleurs, il y a une mécanique dans le cerveau humain qui fait que lorsqu'on est confronté à une tache, à une ombre, à une silhouette, on a tendance à voir des visages humains. Ça s'appelle la pareidolie. Et même lorsqu'on est confronté, par exemple, on entend un discours dans une langue qu'on ne connaît pas ou une musique, on a tendance à croire qu'on comprend quelque chose. Alors, il n'y a pas seulement ce bug du cerveau, évidemment. Il y a aussi, et Barbara l'explique très bien, l'attrait pour le mystère. Non ? Dans un monde où on croit qu'on a déjà tout compris, on nous dit que tout a déjà été découvert, on a envie de cette ouverture vers quelque chose de différent, de mystérieux. Et on pourrait dire, moi, en écoutant Barbara, il y a une forme de résistance poétique à un monde qui croit qu'il sait déjà tout. Depuis toujours, l'être humain conquiert, part vers l'inconnu. Avant, on traversait les océans pour découvrir de nouvelles terres. Aujourd'hui, c'est le ciel qu'on scrute en se demandant s'il existe une vie ailleurs. Qu'est-ce que ce besoin de repousser sans cesse les frontières du connu dit de nous, Ilios? On pourrait dire qu'entre Magellan, le radiotélescope et Barbara, il y a une ligne continue qui est ce qui a poussé les exploratrices, explorateurs à aller tellement loin, à trouver de nouvelles routes. C'est la même chose qui pousse nos femmes et hommes astronomes à scruter le ciel pour essayer de découvrir aussi autre chose à des millions d'années-lumière. Donc il y a ce besoin important, mais il y a aussi quelque chose qui est le besoin de sens. On a besoin de sens, les êtres humains. Et on a remarqué que quand on stimule le besoin de sens chez des femmes et des hommes, ils croient davantage aux extraterrestres. Et on a vu aussi que c'était
inverse cette croyance à la religiosité. Pourquoi? Parce que justement, les personnes qui ont besoin de sens et qui sont religieuses trouvent le sens dans la religion, et celles qui n'ont pas de religion le cherchent peut-être ailleurs. Et il y a évidemment aussi la curiosité. Barbara est une femme très très curieuse, et on voit quand on mesure la curiosité, c'est le plus grand prédicteur de la croyance dans une vie ailleurs. Ah ouais, voilà. Alors très concrètement, quand on est stressé, qu'on a l'impression d'être complètement absorbé, envahi, englouti dans ses problèmes, comment le fait de se tourner vers quelque chose de plus grand que soi, ça peut nous aider à aller mieux? On a l'impression que d'ailleurs, plus on vieillit, plus on a ce besoin de se tourner vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas, de plus grand. Oui, ça a été très bien exploré. On sait que lorsqu'on est stressé, le cerveau va zoomer. Et donc notre problème qui existe vraiment, tout à coup on zoome, on zoome, on zoome, et on ne voit plus rien d'autre, on est obnubilé par le problème. Et donc l'idée de se relier intérieurement ou de regarder le ciel, c'est tout à coup, qu'est-ce qu'on fait? On dézoome. Et c'est ce que montre la recherche scientifique. Il y a beaucoup d'études là-dessus. D'accord, Keltner appelle ça le small self. Moi devient un peu plus petit, le problème devient plus petit. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis toujours, on connaît cet outil-là. Dans la Grèce antique, Pierre Hadot le montre, il y avait un exercice qui disait « Regardez depuis les étoiles, regardez depuis Sirius ». Et donc l'empereur Marc Aurèle faisait ça. Il devait diriger l'Empire romain dans une période très difficile. Il disait « On va de plus en plus loin jusqu'à ce que l'Empire romain devienne un tout petit point. Et donc notre problème est là, mais il devient beaucoup plus petit comparé à l'immensité de l'univers. » Mettre en perspective, quoi. Oui, et ça a été jusqu'au point où Carl Sagan, un des très très grands astronomes, à un moment, dans les années, je pense en 90, il va demander, insister pour que la sonde voyageur se retourne et prenne une photo de la Terre. Et c'est ce petit point bleu. Et on sait aujourd'hui que se mettre dans cette perspective-là, de voir ce petit point bleu, a un effet très fort, au point où les astronomes qui sont partis ont ressenti ce qu'on appelle cet overview, l'effet de voir à distance. Et on voit que c'est notre seule maison, en fait. La seule maison, dit Carl Sagan, qu'on ne pourra jamais habiter. Ça rend les gens plus humbles, plus généreux, et ça crée ce qu'on appelle une forme de compassion universelle. Je me vois tout très loin et je vois à quel point notre vie sur la petite planète bleue est tellement précieuse. Et je pense que Barbara, elle transmet ça tellement bien. L'émerveillement et l'ouverture. Eh oui, Barbara, merci en tout cas d'être venue partager votre passion ce matin. Mais vous restez avec nous, évidemment, parce que si vous aimez les étoiles, si vous aimez parcourir les mondes étranges, ça va vous plaire ce qui vient après. Et si vous souhaitez retrouver toutes les solutions bien-être d'Ilios et de nos autres experts, vous avez les réseaux sociaux de l'émission, je le rappelle, pour avoir toutes les informations. On vient de comprendre pourquoi l'univers, les extraterrestres et la vie ailleurs nous captivent autant. Arnaud, alors vous êtes allé à l'Observatoire de Paris. C'est un endroit qui est absolument exceptionnel. C'est là où, depuis des générations, on scrute le ciel pour tenter d'en percer les mystères. Barbara, on a rencontré quelqu'un qui a les yeux qui pétillent autant que vous quand il parle d'astronomie. Et on est vraiment privilégié sur ce sujet parce que, vous l'avez dit Agathe, cet observatoire, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, c'est un lieu unique, on y scrute les étoiles depuis plus d'un siècle. C'est le campus de Meudon et donc il fait partie intégrante de l'Observatoire de Paris. C'est génial, regardez. Un site habituellement fermé au public, mais qui, pour bel et bien ensemble, et notre journaliste Romaric a exceptionnellement ouvert ses portes. Et pour l'occasion, Romaric a un guide de choix, un passionné, Miguel Montargès, astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Il nous fait découvrir un instrument exceptionnel. C'est énorme, il mesure combien? Alors le tube, il fait 16 mètres de long. D'accord. Et donc c'est la plus grande lunette astronomique d'Europe et la 3e plus grande du monde. Donc oui, c'est normal que ça impressionne. Et donc quelle était la motivation? Pourquoi on a construit cette lunette? Alors c'est toujours les mêmes motivations qui nous poussent à faire des grands télescopes. Hein. C'est plus le diamètre de l'optique est grand, plus on va collecter de lumière, donc plus on va voir des objets peu lumineux, et plus on va voir de détails. Plus on voit des objets qui sont peu lumineux, plus on voit loin. Construite à la fin du 19e siècle, ainsi que son dôme emblématique pour la protéger des intempéries, la grande lunette de Meudon représente à l'époque le sommet de la technologie pour observer les planètes avec une qualité et une quantité de détails jamais vues auparavant. On observait notamment Mars pour scruter déjà des traces de vie. Il y avait plusieurs astronomes qui, en observant la planète Mars, pensaient voir des structures très régulières, rectilignes, ça ne peut pas être naturel. Et donc, comme sur Terre, on faisait le canal de Suez, le canal de Panama, on s'est dit, ce sont des Martiens qui font aussi des canaux. Et en fait, grâce ici au pouvoir de résolution de cette lunette, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment des canaux.
Au-delà de prouver qu'il n'y avait pas de canaux sur Mars, la grande lunette sera à l'origine de nombreuses découvertes astronomiques. Mais au fil des années, la mécanique de la coupole cesse de fonctionner et dans les années 90, la lunette est laissée à l'abandon. Quand il découvre qu'elle sera bientôt démantelée, Miguel va se battre pour sa réhabilitation. Et après des années de restauration, la grande lunette reprend ses observations et le dôme reprend vie. Donc là, vous me dites que si on veut, on peut ouvrir le dôme et regarder. Ah alors regardez non, parce que nous sommes de jour, mais ouvrir le dôme, ça, effectivement, on peut. Prêt? Toujours. Vous êtes les premiers à en profiter de l'ouverture au moteur. C'est vrai? Oui, bien sûr. Waouh. Comment ça marche concrètement une lunette comme ça quand on l'a créée à l'époque Alors, à l'autre bout là-bas, on a une lentille, en particulier celle qui fait 83 cm, donc la plus grande d'Europe, qui va faire converger la lumière des étoiles et ici va former une image. Donc, c'est ici qu'on va mettre l'œil avec un oculaire quand même pour grossir l'image. Et donc là, on le tient et on... Et alors, on peut effectivement la mettre plus à portée. Ah, ça bouge. Ça bouge. Et donc là, il y a 125 ans, des gens regardaient Mars à travers cette lunette-là. Exactement. Moi-même, ça me paraît incroyable. Il y a presque un côté émouvant, je trouve, de voir cet objet. Pour rien vous cacher, la première soirée où on a observé, j'ai eu une petite larme à l'œil. Quand j'ai mis l'œil là, c'était le rêve de 15 ans qui devenait réalité. Donc, Et on comprend son émotion car voici les planètes que l'on peut observer à travers cette lunette. Et quand on regarde vers le ciel, on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il existe de la vie ailleurs. Alors, croire qu'il y a quelque chose, ça fait peut-être du bien, mais moi, je dois dire que juste être là, dehors, même sans un instrument, à regarder le ciel la nuit et voir toutes ces étoiles, ça me fait du bien aussi, même si je ne pense pas forcément qu'il y a du monde là-haut. C'est un endroit incroyable. Dingue, c'est magnifique. Tout de suite, on accueille notre petit ovni à nous, c'est Stan Gusman. Bon, Agathe, retenez vos larmes, j'ai une grande annonce à vous faire. Oula, qu'est-ce que vous allez m'annoncer? Je me casse. Oh non. Voilà, un petit voyage interstellaire de plusieurs milliers d'années. Bah oui, car ça y est, j'en suis sûr. Avec une combinaison de motards. Non, vous rigolez. Pilote de l'air, pilote d'essai. Non, arrêtez, c'est bien. On n'est pas seul dans l'univers, je vous le promets. Et vu le nombre de cons qu'il y a sur cette Terre, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Peut-être que chez les aliens, les hommes et les femmes gagnent le même salaire. Qui sait? Peut-être. Vous allez me dire, mais es-tu vraiment sûr qu'il y a une forme de vie intelligente ailleurs? Parce que bon, partir vivre sur notre planète avec des êtres unicellulaires, je risque de m'embêter un petit peu. Eh bien, figurez-vous que d'après mes petits calculs, c'est possible. Bon, j'ai un bac ES option dessin, mais prenez ça avec des pincettes. J'aimerais vous parler d'une formule magique qui permet de répondre à cette grande question, l'équation de Drake. Oula. Ouais, décidément, rappeur et matheux. Il est balèze ce Drake. Ça, c'est une blague. On a eu moins de 40 ans, vous l'avez, Agathe? Non. Non, m'étonne pas. Bref, l'équation de Drake, la voici. Alors, pas de panique, on va déchiffrer ça ensemble. N, c'est le nombre de civilisations extraterrestres capables de communiquer avec nous. Et pour le connaître, on multiplie plusieurs probabilités. R pour le nombre d'étoiles dans notre galaxie. F pour celles qui ont des planètes, N pour celles qui pourraient être habitables, FI pour celles où la vie apparaît et devient intelligente, FC pour celles qui développent une technologie suffisante pour communiquer avec nous, et L pour le temps pendant lequel les aliens émettent des signaux détectables. Pour faire encore plus simple, on multiplie les chances d'avoir des planètes habitables par les chances que la vie apparaisse, évolue et passe à la 4G intergalactique pour entrer en contact avec nous. Mais alors, qu'est-ce que ça donne au juste? Le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les données de l'équation. On arrive à estimer le nombre de planètes habitables, éventuellement celles où la vie pourrait apparaître, mais beaucoup plus difficile d'évaluer si cette vie est intelligente. Mais bon, pour peu qu'on soit à brin optimiste comme moi, on peut se dire que l'univers est tellement grand qu'on peut raisonnablement penser qu'il existe quelque part là-haut une civilisation plus avancée que la nôtre, qui a réglé ses problèmes de climat, de guerre, de charge mentale, bref, tout ce qu'on n'arrive pas à faire ici. Cela dit, Agathe, si ces extraterrestres sont aussi intelligents que je l'imagine, a priori, ils devraient tout faire pour nous éviter. Ah bah si, s'ils tombent sur un discours de Trump, ils font demi-tour direct. Cela dit, dans le doute, vous savez quoi? Je vais quand même aller leur poser la question. Allez, salut, on se revoit dans 4000 ans, ok? Vous allez en soucoupe? J'y vais en soucoupe. Ciao, à bientôt. Attention, prenez soin de vous. C'est marrant comme dès qu'il met le casque, je sais pas pourquoi, c'est moins crédible. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Vous vous agitez? Il n'y a pas d'extraterrestre qui vous voit? Non, qui me voit non, mais à mes côtés, Nicolas. A une question pour Elios. Oui, bonjour Elios. Je voulais savoir pourquoi, quand on parle de vie d'ailleurs, certains imaginent des petits hommes verts et d'autres imaginent plutôt des monstres, des aliens monstrueux. Alors on pourrait dire que
que l'idée extraterrestre, c'est comme un test de Rorschach intergalactique. Vous connaissez ce test en psycho qui va apparaître? C'est une image un peu ambiguë. Et dans cette image-là, on peut interpréter, on peut voir tellement de choses différentes. Moi, je vois un utérus, là, par exemple. C'est vrai, premier degré? Non, on ne va pas faire directement d'interprétation, chère Agathe. Ou un scorpion. Mais donc, chacune peut y voir ce qu'il a en lui. On pourrait dire, je pourrais reprendre Anaïs Nin, l'écrivaine, qui a très bien résumé ça. Elle dit, tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que tu es. Et donc, peur, envie, joie ou autre chose, curiosité, tu vas projeter dans l'extraterrestre ce qui est déjà en toi. Ouais, voilà. Vous avez vu quoi, vous, Sarah, quand vous avez regardé l'image? Moi, j'ai vu un poumon, enfin 2 poumons. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de fumer. Alors, maintenant, pour passer de notre fascination très humaine à ce que la science, c'est vraiment aujourd'hui, on va recevoir notre physicien préféré, OVNI, vie d'ailleurs, planète lointaine. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Qu'est-ce qu'on sait déjà? C'est Christophe Galfard qui va répondre à toutes ces questions. Bonjour Christophe Galfard, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation dans Bel et Bien Ensemble. Vous êtes physicien, animateur, vulgarisateur dans l'émission Big Bang. C'est chaque samedi à 11h, je vous la recommande vraiment, c'est passionnant, c'est sur France Inter. Et puis vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, La vie à portée de main. C'est aux éditions Albin Michel. Christophe, on vient de voir à quel point cette question de la vie ailleurs réveille en nous du rêve, de la curiosité et puis parfois aussi quand même un peu d'angoisse, il faut le dire. Derrière tout ça, Christophe, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un grand fantasme humain ou c'est carrément, ça y est, une grande question scientifique? Aujourd'hui, avec nos nouvelles technologies, on est capable, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de regarder plus loin que notre monde, plus loin que les planètes qui sont autour du Soleil, et éventuellement de détecter si elles ont une atmosphère, si à tout hasard, il n'y aurait pas quelque chose à l'intérieur. De vie, même des petites bactéries, voilà. Donc la grande question sur les extraterrestres, l'ancien président Barack Obama, il s'était exprimé sur le sujet. J'imagine que vous connaissez ces images, Christophe, parce que lui, il semble vraiment bien croire à leur existence. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Oui, ils sont où? Vous êtes d'accord avec Barack Obama, Christophe Galfard? C'est marrant cette question parce qu'il y a un paradoxe en science qui s'appelle le paradoxe de Fermi. Alors ça vient d'un physicien qui s'appelle Fermi, qui, dans son laboratoire à Los Alamos, là où ils étaient en train de fabriquer la bombe nucléaire, à un moment, à déjeuner, il est arrivé, et alors que tout le monde parlait dans son coin, il s'est mis à dire tout haut « Mais où sont-ils » Et la petite histoire dit que tout le monde a compris qu'il parlait des aliens. Pourquoi cette question? C'est justement parce que l'univers est tellement grand, il y a tellement des planètes partout, que c'est extrêmement étrange qu'on n'ait rien réussi à détecter encore. Est arrivée à partir de là la question de 1. Y en a-t-il? 2. S'il y en a, pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi ils ne communiquent pas avec nous? Où est-ce qu'ils sont? C'est de là que tout est né. Alors évidemment, aujourd'hui, on se doute qu'il y en a peut-être, mais c'est du niveau de la croyance parce qu'on n'en a jamais vu. Et pourtant, on a essayé de communiquer avec eux, on va en parler tout à l'heure. On va continuer à parler d'univers, de vie ailleurs et de ce que les scientifiques cherchent vraiment là-haut. Avant ça, Arnaud, vous allez tester notre imaginaire extraterrestre avec un petit jeu. Et c'est la Happy Therapy. Alors, c'est effectivement un jeu, on va appeler ça le quiz pop culture spécial extraterrestre. Vous allez jouer avec moi. À chaque fois, je vais vous donner un son, une image ou une devinette. Et vous allez devoir deviner de quel film il s'agit. Et vous allez voir vraiment, c'est assez fascinant parce qu'entre l'alien qui fout la trouille ou celui qui sort de notre imaginaire, ça en dit long. Au final, Ilios le disait très justement tout à l'heure, ça en dit long de nous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok. Allez, on y va. Là, c'est assez facile, je pense que vous allez trouver la réponse tout de suite. Devinette, dans ce film, c'est un extraterrestre qui est perdu sur Terre. Il se lie d'amitié avec un petit garçon. Si je vous dis « maison », E.T., gagné, c'est pas mal. C'est évidemment le film de Steven Spielberg, on entend la musique, sorti en 82. Alors,
Ceux qui ne l'auraient pas encore vu, on suit Elliot, qui est un petit garçon qui se lie donc d'amitié avec l'extraterrestre qui se retrouve seul sur Terre. C'est un film qui est devenu carrément culte. Parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que ça rencontre bien plus qu'une histoire d'alien. C'est un petit garçon qui est seul, il y a de l'empathie et un besoin de lien. Et Ilios, justement, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi, justement, c'est quoi ce qui nous touche vraiment dans ce film? Oui, mais vous l'avez dit, c'est pas tellement la rencontre avec un alien, c'est cette solitude enfantine et c'est ce besoin d'être consolé. On fantasme en fait une rencontre qui vient nous réparer et nous consoler. Deuxième, une musique. Et si je... Allez-y, on va d'abord mettre la musique. Et allez, je vais faire... Obligé. La soupe au chou. Ouais, gagné. Avec Louis de Funès. C'est un film de Jean Giraud qui est sorti en 81. Il y a Jean Carmé aussi qui est dedans. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'extraterrestre, c'est pas un envahisseur, c'est pas un grand mystère cosmique. En fait, ça devient quand on un voit pote. sa tête, non, c'est pas un grand mystère cosmique. En fait, c'est un vrai bonhomme qui est absurde et familier. Là, Ilios, l'autre question, c'est on apprivoise carrément l'extraterrestre avec plein d'humour et de convivialité au final. Exactement, c'est une des meilleures manières de faire face à quelque chose qui nous fait peur, qui est inconnu, c'est l'apprivoiser par l'humour. Alors là, changement total d'ambiance. Maintenant, on passe du côté qui est quand même carrément plus angoissant que pour notre imaginaire d'extraterrestre. Cette image spectaculaire avec ces immenses machines venues du ciel, c'est dans quel film? La guerre des mondes. La guerre des mondes, dit Christophe Galfard. Parce que comme je suis sympa, je fais pas semblant que c'est moi. C'est ça. Là, c'est l'opposé complet d'E.T. Lui, on va pas le mettre à table avec nous, parce que l'alien n'est plus qu'une rencontre, il devient vraiment la grosse menace. Ilios, quand là, on parle d'extraterrestres envahisseurs, est-ce qu'au final, on parle pas de nos peurs à nous, nos peurs bien profondes? Ben oui, évidemment, et ça nous parle de notre rapport avec celui qui est différent, celle qui est différente, la réfugiée, l'étrangère, la très différente. Et ce qu'on voit, c'est qu'après le dégel, après la guerre froide, on a une période de grande ouverture où l'extraterrestre est très sympa, E.T. Et puis après le 11 septembre, tous les films d'extraterrestres, c'est violent, c'est quelqu'un qui veut nous envahir, quelqu'un qui veut nous faire du mal. Et donc, ça parle, malheureusement peut-être, de notre rapport à ce qu'on ne connaît pas et ce qui nous fait peur. Ça parle de notre société. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, Ilios, on voit un peu partout dans le monde des phénomènes. Alors ça, c'est hyper mystérieux, des phénomènes qu'on attribue aux extraterrestres. Il y a les fameux crop circles ou encore les géoglyphes de Nazca. Je me demandais pourquoi notre cerveau préfère une explication extraordinaire à la vérité rationnelle. On n'aime pas... C'est deux choses différentes, parce que pour les crop circles, il faut 4 personnes, 2 planches, et c'est fait, c'est vrai. Pour Nazca, c'est une autre aventure, et on peut imaginer que c'est pas que le cerveau est naïf, c'est qu'il cherche une explication à la hauteur de l'extraordinaire. On a besoin de cette explication-là. Et donc, on va inventer une histoire pour ça, de ce besoin de sens. En même temps, c'est touchant ce que ça dit sur nous, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que tous les jours, lorsque le soleil se couche, au moment où il se couche, il y a un moment extraordinaire où le ciel va basculer du bleu profond au noir. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'heure bleue, c'est l'heure à laquelle les étoiles apparaissent. Et c'est vraiment la rencontre de deux mondes. Il y a un monde qui disparaît, celui-ci qui s'endort, et on s'ouvre au monde d'en haut. Et si on se tient là, sur le seuil, juste entre les deux mondes, lever la tête quelque part, si on le fait encore, c'est qu'on n'a pas perdu le sens du merveilleux. Et c'est ça le plus l'enfant important. qui est en nous aussi. C'est vous qui êtes merveilleux, Ilios Kotsou. On vous libère malgré tout, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de vos lumières. Merci d'avoir été avec nous, Ilios, on peut l'applaudir. Alors, imaginons, je dis bien imaginons, qu'on doive communiquer avec des extraterrestres. Hey, it's Agathe, how are you? Yes, yes, yes. Alors déjà, est-ce qu'on a déjà tenté de le faire? Et surtout, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Pour en parler, on reçoit Frédéric Landragin, qui est chercheur en linguistique au CNRS. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous préviens, là, ça va être passionnant. Déjà, ça l'était, mais alors là, bon. Alors, vous êtes l'auteur du livre « Comment parler à un alien ». C'est aux éditions Bélial. Et chez vous, cette fascination, on parlait d'E.T. tout à l'heure, ça date de là, parce que vous avez été très, très marqué par ce film, au point de vous demander comment un jour on pourrait trouver un langage pour parler à ces extraterrestres, puisque là, c'est vrai que dans le film, bon, c'est le langage de l'amour, mais ils ont du mal à communiquer. Donc déjà, est-ce qu'on a déjà vraiment essayé de parler à d'éventuels extraterrestres? Alors, parler, peut-être pas, mais en tout cas, on leur a envoyé des messages, des espèces de cartes postales, et j'en ai amené une, que vous connaissez sans doute. C'est un vrai truc, là, que vous nous montrez. C'est cette fameuse plaque.
C'est donc une plaque qui a été accolée à 2 sondes, donc Pioneer 10 et Pioneer 11, qui ont été envoyées en 1972 et 1973, donc ça fait un peu plus de 50 ans. Et cette plaque, elle est assez connue, elle a été faite par Carl Sagan, dont on a parlé, et elle montre un certain nombre de petits messages qui ne sont pas vraiment des questions ou une communication comme nous on fait en parlant entre nous, mais qui sont des indices sur ce que nous sommes. Donc on nous voit, on a une représentation de ce que nous sommes, on ressemble à ça. En haut à gauche, il y a la représentation d'un phénomène de physique qui est assez complexe parce qu'on ne l'étudie pas à l'école, mais bon, voilà, exactement. C'est la transition hyper fine de l'hydrogène. Et donc, c'est une façon de dire, nous, on connaît ça, c'est-à-dire on a des connaissances en physique. Moi, je reçois ça me dit rien du tout, votre Tout à fait. hydrogène. Alors, nous, en tant qu'humanité, on va dire, pas en tant que personne. Quand vous dites vous l'envoyez comment ? Alors, cette plaque-là, elle a été fixée sur une sonde. Donc, c'est une espèce de grosse machine avec des tas de petits capteurs. Ouais. Et la sonde a été envoyée initialement pour s'approcher de Jupiter et Saturne, pour prendre des photos, faire des captures de plein de choses qui servent après aux scientifiques. Et on s'est dit, quitte à ce que la sonde elle aille très loin, on va revenir après sur le très loin. On va y mettre ça, qui est une espèce de petit message. On ne sait jamais, si jamais les extraterrestres voient la sonde, ils vont voir ça et ils vont se dire, il y a des êtres qui ressemblent à ça. Alors, où est-ce qu'ils habitent ? C'est justement le but donc du petit schéma qui est à gauche, en bas, où on a en fait le repérage de notre système par rapport à un certain nombre de pulsars. Donc des pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent très très vite et qui émettent des signaux, et ces signaux, ils permettent de les identifier. Et donc, avec un certain nombre, par triangulation, tout ça, on arrive à dire, on habite un système qui est à tel endroit. C'est génial. Et ce système est décrit en bas. En bas, on voit la liste des planètes du système solaire. Alors, donc, ces messages, c'était un peu une façon de dire, on est là, on a un système solaire, regardez, mais... Justement, vous parliez de communication à longue distance. Comment on fait pour communiquer quand on est à très longue distance ? On a fait à peu près le même genre de principe, sauf que cette fois, on envoie des messages par ondes radio. Donc, on utilise les télescopes qui existent, en particulier le télescope d'Arecibo, qui a servi en 1974, donc finalement pas longtemps après, à envoyer un message qui est très connu parce que ça a été le premier à être un petit peu... à être conçu pour dire un certain nombre de choses. Ces choses, ce sont quoi ? Ce sont des notions en mathématiques, c'est-à-dire que le message, il commence par les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est très bête, mais voilà, c'est une entrée en matière. Et un langage peut-être universel, si on y comprend un petit peu quelque chose ? Ça, il faudra attendre les Cosmic Calls, donc un message vraiment plus élaboré encore. On introduit de la logique, on introduit de la physique, de la chimie, de la biologie. Exactement. Et le message du Cosmic Call, il est très intéressant parce que c'est le premier qui se termine sur une série de questions. Comme on a expliqué et défini la question, on peut en poser aux extraterrestres, mais comme on n'a pas de lexique, on n'a pas de mots pour le faire, on pose des questions sur les éléments qu'on a introduits avant, en gros. Et vous, vos mathématiques, ça ressemble à quoi ? Vous ressemblez à quoi ? Votre planète, elle a quelle taille ? Elle a quelle masse ? Parce que les notions de taille et de masse ont été introduites précédemment. Mais on est prêt s'ils débarquent sur la Terre avec leur vaisseau ? Alors, on n'est pas vraiment prêt parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Oui, c'est ça. Mais il y a une équipe, un protocole déjà qui a été pensé dans cette possibilité ? Oui. Il existe donc un organisme qui s'appelle le Bureau des Affaires spatiales de l'ONU. Mais vous savez que je pensais que vous ne me diriez pas du tout. Mais donc, il existe un bureau spécial au cas où les gars débarquent. Il a même fait l'objet d'un documentaire qui s'appelle The Visit et qui est sorti en 2015, où on voit les membres de ce groupe-là
qui sont interrogés sur il ferait quoi s'il y avait un vaisseau extraterrestre. Et alors, il ferait quoi? Il y en a un qui est censé entrer dans le vaisseau, en combinaison, etc. Il y en a une, c'est une spécialiste de communication animale, on en reparlera peut-être. Et chacun, en gros, a une espèce de rôle, mais il n'y a pas vraiment de protocole, parce qu'on ne sait même pas si les aliens vont avoir une bouche pour parler, ou s'ils vont avoir des yeux, on peut les regarder ou pas, s'ils vont émettre des messages, peut-être par vibration, peut-être par des motifs de couleur, peut-être pas, on ne sait pas. On ne sait rien du tout. Christophe? Si jamais ils arrivent, a priori, c'est qu'ils ont une technologie qui est quand même 100 fois meilleure que la nôtre, parce que nous, on est complètement incapable d'aller où que ce soit. Et j'imagine, contrairement à la plupart des films comme Premier Contact et ce genre de films, que ce serait plutôt les aliens qui essaieraient de nous comprendre, nous aussi, plutôt que uniquement... Voire de nous envahir. Mon Dieu. Vous êtes absolument passionnant. Au fond, on a réussi quand même à inventer un message universel à travers les mathématiques. Il n'y a plus qu'à espérer que... Donc, il y ait les destinataires pour y répondre et qu'ils y comprennent quelque chose. Christophe Galfard, c'est la question que tout le monde se pose. Si une forme de vie intelligente existe ailleurs, pourquoi justement elle ne nous a pas contactés? C'est le fameux où sont-ils de Fermi de tout à l'heure. Alors il y a Stephen Hawking qui a dit à une époque, avant de chercher de la vie intelligente ailleurs, il faudrait déjà en trouver sur Terre. Ouais, ça c'est vrai. Ce qui n'est pas gagné. Il y avait lui. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à contacter qui que ce soit? Il y a plein de possibilités. Il y a l'idée qu'une civilisation intelligente ne vit pas éternellement, donc elle vit qu'un bout de temps, au bout duquel ça s'éteint. Et dans ce cas-là, un message qui est envoyé est fini. Il va se balader dans l'espace. Il est peut-être passé par nous avant qu'on soit capable de le détecter. Oui, ou peut-être qu'il viendra après. Nous, les humains, on est capable de détecter des choses dans l'espace depuis quelques décennies par rapport aux centaines de millions d'années que peuvent vivre potentiellement des civilisations. C'est rien du tout. On commence juste à pouvoir détecter des choses. Il n'est pas exclu qu'il y ait des signaux de partout et qu'on ne sache pas encore les lire. Sarah? Il y a Manuela qui a une question pour Christophe. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, tout à l'heure, Arnaud disait qu'il existait un bureau officiel qui récolterait les témoignages et analyserait en fait tous les témoignages d'OVNI en France. Est-ce qu'il existe ce bureau? Alors, il y a un bureau qui s'appelle le GEPAN, qui effectivement récolte un petit peu les témoignages de partout. C'est génial que ça existe, parce que si on est face à quelque chose de perturbant ou d'inconnu, c'est bien de pouvoir le donner à des scientifiques qui vont chercher derrière. Pour l'instant, sur la classification des témoignages, en gros, l'immense majorité est expliquée, soit par le passage par la proximité, disons, d'expériences, par exemple, militaires ou d'avions ou de ballons qui seraient en l'air ou ce genre de choses. Ça explique l'immense majorité des témoignages. Ce qui est assez drôle, c'est que le GEPAN, en général, vérifie si les gens ne sont pas un peu... s'ils sont sobres, s'ils sont nombreux, s'ils sont tous sobres. Et il existe quelques témoignages qu'on ne peut pas expliquer. Alors ça ne veut pas du tout dire que ce sont des extraterrestres qui en sont la cause. Ça veut justement dire ça, que ce n'est pas expliqué. Il y a plein de choses comme ça. On a l'illusion de tout comprendre ce qui est autour de nous et immédiatement, dès qu'il y a quelque chose de bizarre, la solution, c'est les aliens. Mais il y a quand même 1000 autres potentielles réponses avant d'arriver à cette possibilité. Frédéric Landragin, vous voulez pas me faire rêver un peu quand même sur ces messages? Sur les messages, ils sont tellement techniques que je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur support de rêve. Il y a un message qui a été entendu il y a quelques années par une femme qui s'appelle Jocelyn Bell, qui était astronome et qui regardait les étoiles et qui a entendu un bip, 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 bip qui se répétait à une fréquence hallucinamment précise et qui venait d'extrêmement loin. Et c'est assez marrant parce que sur ses notes, etc., sur les données, elle a marqué LGM1 pour Little Green Men 1. Message Petits Hommes Verts numéro 1. Elle ne l'a pas rendu public pensant que ça pourrait faire paniquer tout le monde. Elle a eu bien raison parce qu'on a découvert plus tard, grâce à elle notamment, que ce sont des astres eux-mêmes qui tournent très très vite sur eux-mêmes et qui envoient un signal électromagnétique dans une direction et qui tournent. Ouais. Et donc on a compris ça. Donc vous avez pu l'expliquer. Elle a découvert qu'il existait des pulsars. Ça valait complètement un prix Nobel. D'où l'intérêt quand même de douter.
Ah, ils sont là? Alors attendez, on les montre. Voilà les pulsars et on va se quitter là-dessus. Regardez les pulsars. Merci Christophe Galfard, merci de nous avoir fait voyager dans le cosmos ce matin. Je rappelle votre ouvrage La vie à portée de main aux éditions Albin Michel. Et puis tous les samedis dans Big Bang sur France Inter. Frédéric Landragin, merci pour votre éclairage absolument passionnant. J'ai essayé de lui piquer la plaque en me disant quand même que ça me valoriserait dans les dîners mondains, mais il veut pas. Il n'arrête pas de me la reprendre, il me la remet dans son enveloppe. Merci beaucoup. Bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que d'avoir exploré l'univers avec nous vous a fait du bien. C'était le but. Merci Sarah qui nous fait du bien chaque jour. Arnaud aussi, avec ses annexes notamment. Et le public. On se retrouve demain à 9h55 sur France 2. Très belle journée.